Territoire danois, le Groenland est si lointain et si proche. Terre d'explorations européennes, terre de conquête politique, lieu de vie des Inuits. En 1932, à l'occasion de l'année polaire internationale, la France envoie des scientifiques au Scoresbysund pour faire des relevés météorologiques, étudier les phénomènes électriques et observer la biologie. La navigation en zone polaire est complexe. C'est pourquoi le commandant Charcot supervise la mission. Dans son rapport de navigation, il indique traverser pour la 6e fois le cercle arctique. Le Pollux, un brise-glace, aide à transporter 25 tonnes de nourriture, 350 tonnes de matériel, et en profite pour s'entraîner au tir de précision en zone polaire. Suggéré par le Danemark, le choix du Scoresbysund repose sur ses atouts. Libre des glaces chaque été, fort d'une communauté inuite de 180 membres, logeant en permanence un gouverneur danois et une TSF. Le Danemark participe à l'installation. Il propose des bâtiments préexistants, met un charpentier à leur disposition et une partie des appareils scientifiques est prêtée par l'Institut météorologique danois. Les matelots débarquent le matériel à Rosenvænge, principal village de la communauté inuite. Sous l'œil de la caméra, ils tirent les traîneaux inuits remplis d'appareils scientifiques, poussent les groupes électrogènes destinés à la station d'observation, située à 500 mètres d'altitude. Critiquée par le commandant Charcot mais imposée par le lieutenant Habert, la Ford leur vient en aide. Elle transporte 80 tonnes de matériel avant de tomber définitivement en panne. Spectateurs, les Inuits observent la cérémonie officielle du 11 août 1932. La levée de drapeau symbolise l'installation de la mission. Les constructions ne sont pas terminées, mais le Pollux doit rentrer. Ordre du ministère de la Défense. La fierté se lit dans le rapport du commandant Charcot. Avec un serrement de cœur, il s'éloignait de ce qu'il avait rêvé depuis longtemps et enfin créé, la participation officielle de son pays dans les entreprises polaires. Les 15 membres de la mission, scientifiques, officiers de marine et matelots, restent seuls. La pellicule n'est pas témoin des désagréments de la mission. Un des marins tombe malade. C'est pour lutter contre la maladie que le gouverneur danois Hugh autorise temporairement la chasse. Témoin d'une acculturation séculaire, le fusil fait désormais partie de la culture inuite. Les cartouches s'achètent dans un magasin qui leur vend des objets ménagers, des vêtements, du tabac, et où ils font commerce de leurs produits de chasse, principalement des peaux de phoque et d'ours blancs. La peau de phoque est utilisée comme nourriture et comme tissu. En 1925, cette communauté inuite a été transportée de force depuis le village Angmasalik par le Pourquoi pas, sur décision du Danemark. Inuits comme Français sont soumis à la nuit polaire. Les appareils de mesure sont installés, les relevés météo peuvent commencer. La présence de la caméra n'est pas dans le regard des chercheurs, mais dans leur manière de poser. Biologiste, Paul Tcherniakowski observe l'alimentation des Inuits, à l'époque appelés Esquimaux, pour les qualifier de mangeurs de viande crue. L'installation de comptoirs alimentaires par les Occidentaux est, pour lui, cause de la tuberculose, maladie devenue endémique. Le travail scientifique se fait dans des conditions parfois difficiles. La station d'observation voit ses températures baisser jusqu'à moins 20 degrés. En qualité de chef de mission, le lieutenant Habert est responsable de la vie des quartiers-maîtres. Dans son rapport, il écrit avoir expérimenté une automobile neigeuse
pour écarter l'ennui et éviter tout problème nerveux lié à l'atmosphère particulière des pôles. Derrière les appareils cinématographiques se trouve l'enseigne de vaisseau Ozano, aidée par un jeune Inuit. Un nid d'observation est construit et équipé d'appareils photo prêtés par le journal L'Illustration, dans le but de fixer les aurores boréales. En vain. L'Église est le second témoin de l'acculturation inuite. Le chamanisme a été remplacé par la messe protestante du pasteur-instituteur Abelsen. Au fil des déplacements, les liens entre Français et Inuits se tissent jusqu'à apprendre la langue de l'autre. Fin mai, la saison des jours sans fin débute. Les longs voyages sont de nouveau possibles. À quelques kilomètres du Scoresbysun, le cap Hope abrite le deuxième village inuit. La belle saison réorganise les relations sociales. Les jeux de gorge, symboles de partage, reprennent. Le rire, cœur des relations interpersonnelles, est lié au bon fonctionnement de la société inuite. Rire signifie s'ouvrir à l'autre. En août 1933, les 15 Français rentrent à Brest. En 1962, la France, marquée par la guerre froide et la guerre d'Algérie, retourne au Groenland. Symbole d'une tension internationale, le cercle polaire voit passer les sous-marins, les torpilles, les tirs de précision, les reconnaissances aéronautiques auxquelles les soldats français participent. C'est dans cette période qu'un court-métrage de la mission est projeté au cinéma. D'un côté de la lentille cinématographique, les mêmes images, les mêmes personnes, les mêmes regards. De l'autre côté, la société française de 1962. Alors que l'Empire français s'écroule, les commentaires convoquent le mythe d'un âge d'or. Au travers de la voix off de Pierre Tchernia, tout doit rappeler la grandeur française. Et là, dans cette banquise, le Pollux va faire son œuvre. Le chef de l'expédition, le lieutenant de vaisseau Habert, a pris le volant de la vieille Ford, un monstre increvable, 6 vitesses avant, 3 vitesses arrière, qui va transporter le plus lourd. Voici l'amiral Douguet. En 1932, il est encore lieutenant de vaisseau. Il n'ignore rien des ballons à radiosonde, des merveilles pour l'époque. Pour les Esquimaux, la présence des Français ne bouleverse pas leur vie quotidienne, la pêche, la chasse, les chiens, la neige. Dans son commentaire, il n'est jamais fait mention des difficultés de la mission, des liens tissés avec la population, de l'histoire de ces Inuits. Et pourtant, eux aussi ont changé de contexte historique. Leur dessein d'indépendance s'affirme.